Ils étaient 3 jeunes Palestiniens originaires d'un même village de Cisjordanie. À Jérusalem, ils ont tué une vingtaine d'Israéliens, dont 3 adolescentes. שלום לכם, אנחנו עם מבזק מיוחד בעקבות מה שנראה עכשיו כוודאי פיגוע במרכז ירושלים. פיגוע במרכז ירושלים, סמוך לשעה 3 אחר הצהריים, נשמעו 3 פיצוצים במרכז הבירה, במדרחוב של רחוב בן יהודה, ליד פינת רחוב בן הלל מול קפה אתרה החדש. ככל הנראה יש כמה וכמה נפגעים במקום, כמו כן עדי עירייה מדווחים על הרס רב. כוחות ההצלה הרבים מוזרמים למקום, בשלב הזה המשטרה עדיין חוששת נוסף במקום. ממה שאנחנו יודעים, נכון לשעה זו. שיושבה היא אוכלת וזבת חלב ודבש ותכלת לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש ארץ שמתקו לרגע ומלוכים כבכי כל חופיה שנתנו לאוהביה כל אשר יכלו לתת. Je suis arrivé ici très peu de temps après l'attentat. Tout ce lieu était sans dessus-dessous. Mais la chose la plus dure que j'ai vue, c'était là-bas. Il y avait une tête. Tout simplement une tête tout entière. C'était très étrange. Ça avait l'air d'une tête très jeune. Tout était à sa place, les yeux étaient éteints, mais il regardait quand même de côté, comme ça. Ça ressemblait à une statue grecque, une épaule coupée là et l'autre aussi, et le sang coulait. Je tournais autour d'elle et le temps s'est arrêté. Au début, je croyais que c'était une des petites filles tuées, car des gens écoutaient la radio, et il y avait une rumeur que des petites filles avaient été tuées. Je me souviens comment je tournais autour d'elle, mais à la fin, quelqu'un m'a chassé. Quelqu'un m'a repoussé. Ce n'est que plus tard qu'on m'a dit que c'était la tête d'un des suicidés qui avait fait l'attentat. Il y avait un groupe important de gens qui brandissaient le poing et criaient « Mort aux Arabes ». Ça arrive souvent dans ce genre d'événement. Mais il y a eu aussi une réaction très rapide de gens qui habitent en haut et qui ont pris de grandes banderoles de la paix maintenant et les ont sortis sur les balcons. C'était un face-à-face. 8 morts. C'est le bilan de l'attentat du 4 septembre 1997 à Jérusalem. 5 civils israéliens, 3 kamikazes palestiniens. Parmi les victimes israéliennes, il y avait 3 adolescentes. Le plus âgé des suicidés palestiniens avait 25 ans. Le phénomène des attentats suicides a commencé en 1993, en parallèle du processus de paix. En 5 ans, 27 jeunes Palestiniens se sont donné la mort, dans des attentats qui ont fait 175 victimes, en majorité des civils.
C'était un jeudi. Je suis allé à l'aéroport chercher ma belle-mère qui revenait des États-Unis. En sortant de Jérusalem, j'ai entendu à la radio qu'il y a eu un attentat. J'ai téléphoné à la maison. Nourit pleurait au téléphone et m'a dit qu'un copain avait vu Smadar au centre-ville. Et elle n'a pas de nouvelles, elle est très inquiète. J'ai senti la peur couler dans mes veines, grimper vers le cœur. Jamais je n'ai eu aussi peur, même lors des combats à la guerre. Une terreur de mort. Au moment où on m'a dit, j'ai su que c'était fini. J'ai attendu qu'il commence à montrer les images à la télévision et je l'ai vu sur une civière. On voyait le profil pas abîmé, sa joue et son dos. Alors j'ai couru très vite d'hôpital en hôpital, mais je savais qu'elle était morte. Parce qu'elle n'avait pas téléphoné. Elle était très responsable. Et je savais que si elle n'a pas téléphoné, c'est qu'elle n'est plus là. C'est qu'elle est morte, ou en train de mourir. J'espérais seulement arriver à temps, que s'il lui reste quelque chose à vivre, que je sois là. Et même, je me souviens, je suis revenue en courant et j'ai mis des vêtements qu'elle aimait pour qu'elle ouvre les yeux et me voie habillée comme elle m'aimait. Et puis, le soir, je ne sais plus très bien à quelle heure, mais c'était le soir, la police nous a conseillé d'aller à la morgue. Le prénom de Smadar est inscrit au mur de sa classe, avec quelques poèmes, en souvenir. Une année scolaire s'est écoulée depuis l'attentat. Aujourd'hui, Daniela est revenue au lycée, après de longs mois d'hôpital. Les médecins lui ont rendu la vie, mais elle n'est plus la même. Elle a perdu la mémoire, elle parle avec difficulté. Daniela est revenue de la mort, mais elle ne peut pas raconter ce qu'elle y a vu. J'ai écrit ce texte fin octobre, quand Daniela était en soins intensifs. Elle ne parlait pas encore. Elle n'a pas dit un mot pendant 3 mois. Et le texte s'appelle Edna, plaisir. Pour citer notre aïeule Sarah, la paix soit sur elle, qui a ri en apprenant qu'elle était enceinte et a dit « J'ai connu le plaisir après avoir vieilli ». D'une certaine manière, Madame Birman et moi sommes redevenus un jeune couple. Tout d'un coup, nous avons un bébé de 14 ans et demi qui mesure 1m75, qui ne sait pas encore marcher ni parler. Et devant le lit d'un bébé, tu te surprends malgré toi à faire l'idiot, à montrer des images, à agiter des poupées, à faire des bruits que tu ne savais pas avoir gardés dans ton répertoire. Un jeune couple, bientôt cinquantenaire, qui attend que son bébé grandisse. Tous les matins, Ronit marche très vite dans la rue Ben Yehuda. Elle va directement à son travail à la banque, sans jamais s'attarder à une terrasse. Le 4 septembre, son mari et son fils avaient mangé là, sous un parasol. Son fils a été grièvement blessé. Son mari est mort. J'en ai voulu à Dieu de s'être introduit dans ma vie. J'en ai voulu à Elie de m'avoir abandonnée. Et à moi-même d'avoir laissé cette chose se produire. Le terroriste, je ne l'en ai pas voulu. Il ne m'intéressait pas. Mais j'en ai voulu à sa mère d'avoir élevé un fils dans une telle haine qu'il aille faire cette chose. J'étais très en colère contre elle. Je lui disais en moi-même, moi j'élève mes enfants dans l'amour. Comment as-tu pu semer une telle cruauté dans ton enfant ?
שלום לכם וערב טוב. פרטים חדשים על הפיגועים בירושלים. ישראל יודעת את שמותיהם של 5 המתאבדים בשני הפיגועים האחרונים בירושלים. זו הסיבה לגל המעצרים והפעילות המוגברת בימים האחרונים באזור שכם. La chasse à l'homme avait duré 2 mois. Bouclage total des territoires palestiniens. Perquisition. Arrestation à grande échelle. Torture. L'enquête menait vers une zone contrôlée à la fois par l'armée israélienne et la nouvelle police palestinienne. Un village de 10 000 habitants au nord de la Cisjordanie et 4 garçons de ce village, qui étaient recherchés depuis 2 ans, depuis qu'ils étaient suspectés d'avoir tiré sur des soldats israéliens et pris la fuite. À gauche, Taoufik et Mouaouya, suicidés le 30 juillet 97. À droite, Bachar et Youssef, suicidés le 4 septembre 97, rue Ben Yehuda. يا ميجانا ويا ميجانا يا ميجانا يا وردي فاتي عاذروا بحبابنا أوب 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 كفى هجران من يمك بكفي نحل جسمي ونشف دمعي بكفي ولحط صورتك بي وسط كفي حتى اتذكر ايام الاحباب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي. Que te dire? Je ne savais pas qu'il pourrait faire une telle chose. De ma vie, qu'il fasse ainsi. Et soudain, c'est arrivé. Et moi, je n'aime pas ces choses. Je hais ces choses. Lorsque je vois des attentats à la télévision, je pleure aussi sur les Juifs. En quoi sont-ils coupables? Ils sont comme nous. Leur mère les élève, leur mère se fatigue pour eux. Comme nous. Crois-tu que j'ai voulu que mon fils se tue? Y a-t-il une mère qui veuille ça? Que Dieu le bénisse. On ne l'oubliera jamais. Il est dans nos cœurs et dans nos têtes. Mais à quoi ça sert? Savions-nous qu'il allait faire une telle chose? Non. Et cette chose, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est un péché. Aller tuer quelqu'un qui va acheter 1 kilo de tomates ou de légumes, c'est un sacrilège. Nous avons tout dit. Je n'ai rien à dire. Depuis le début de l'année, les journalistes sont là devant nous. Qu'avons-nous ajouté? Il ne nous reste rien. Et tout ce que nous avons dit ne sert à rien. La maison est détruite et l'enfant est mort. Et que nous ont apporté les journalistes? Tout cela ne sert à rien. Si l'enfant était vivant et la maison perdue, quelle importance. 1000 maisons ont été détruites, 1 million de maisons.
Mais l'enfant n'est plus et la maison n'est plus. Et personne au monde ne veut que son enfant meure. Personne. Lorsque les soldats sont venus détruire la maison, ils ont amené des bulldozers et une pelleteuse. Et ils ont tout rasé. À ce moment-là, si mon fils m'avait appris comment mettre une ceinture d'explosifs, je l'aurais mise. Je serais allée parmi les soldats et je serais morte avec eux et j'en aurais fini. Car ils sont venus détruire ma maison. Pourquoi détruire ma maison? Mon fils a fait cet attentat sans que le sache, ni ses frères, ni son père. Il était parti d'ici depuis longtemps et aucun d'entre nous ne savait ce qu'il allait faire. Dis-moi qui envoie son fils à la mort? Quelqu'un envoie-t-il son fils à la mort? Sur les pavés de la rue Ben Yehuda, le corps du 3e kamikaze ne correspondait à aucun militant intégriste recherché. Un premier nom fut avancé fin septembre, démenti en octobre et remplacé en novembre par celui d'un jeune étudiant, disparu en 1995 dans des circonstances restées obscures. Comme les autres parents de kamikazes, Ibrahim n'a jamais pu enterrer son fils. L'armée israélienne refuse de rendre les dépouilles aux familles. L'identification s'est faite à distance, sur la base de tests génétiques. Mais la maison où Khalil a grandi est restée intacte, car l'armée israélienne ne peut exercer de représailles à l'intérieur des villes restituées aux Palestiniens. Nous ne l'avons pas vu depuis le jour où la police palestinienne a tenté de l'arrêter à l'université. Et il s'est enfui et est devenu hors la loi. Mais pourquoi nous empêche-t-on de voir le corps? C'est ça ma question. Si je voyais un seul de ses cheveux, je le reconnaîtrais. Je ne demande pas tout son visage, je ne dis pas donnez-le-moi en entier, donnez-moi un cheveu. Je vous dirai si c'est mon fils ou pas. Mon fils. Je ne peux pas me tromper. Un père peut-il se tromper? Quoi, il n'y aurait plus rien à voir? Il n'y aurait plus de tête? Disons qu'il n'a plus de mains, disons qu'il n'a plus de jambes, même s'il est coupé en deux, en quatre. N'a-t-il plus de tête? Tous les signes sont dans la tête, n'est-ce pas? Ou alors il n'a plus de tête. Et ils ont mis une autre tête à la place. Je ne comprends pas, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Que quelqu'un dise que son fils est mort sans l'avoir vu. Qui me dit que mon fils est mort? La radio? Le journal? Qui me le dit? Aux funérailles de Smadar, les pacifistes israéliens sont venus très nombreux. Les dirigeants de l'opposition travailliste côtoyaient les amis arabes de la famille. Des émissaires de l'autorité palestinienne étaient là, eux aussi, malgré le bouclage. Smadar est enterré auprès de son grand-père, un pionnier du dialogue israélo-palestinien, un homme qui savait qu'il fallait se reconnaître mutuellement avant qu'il ne soit trop tard, le général Mati Peled. Au début des années 80, il avait été l'un des premiers Israéliens à rencontrer Yasser Arafat. Mais il n'a pas été assez suivi pour empêcher le sang de couler, le sang de sa petite Smadar et le sang des autres. On le traitait d'ennemi d'Israël, de suppôt de l'OLP. Mes enfants ont grandi avec le sentiment qu'il était renié parce qu'il voulait la paix. Aujourd'hui, c'est un peu triste. Tout le monde parle de la paix sans jamais le citer. Mais il a vraiment consacré sa vie à la paix. La deuxième moitié de sa vie. Oui, c'est comme une tragédie grecque.
C'est une tragédie d'un genre particulier. Après l'attentat, Nourit est partie en Angleterre avec son petit garçon. Un exil volontaire, une année entière, loin de Jérusalem. Je pense que ce lieu nous a trahis de la manière la plus cynique possible. Nous a tout pris, a tué notre fille, ne l'a pas protégée. Et il n'y a aucune raison de continuer à vivre là-bas. Je pense qu'il faut boycotter ce lieu jusqu'à ce qu'il devienne normal. Le boycotter. Je vais rentrer, car j'ai un fils soldat. Et j'aime beaucoup mon travail. Et je suis très liée à la langue. C'est mon domaine. Mais c'est un grand problème pour moi. Car personnellement, je voudrais me détacher de ce lieu. Je n'ai rien à y faire. Et il n'a plus rien à exiger de moi. Dans leur maison de Jérusalem, il n'y a plus de femmes. La maman est partie et la petite sœur est morte. Le fils cadet vient d'être mobilisé. L'aîné termine son service militaire dans une unité de combat. Leur grand-père a été général avant d'être pacifiste. Et eux, ils vivent entre le jean et l'uniforme. Mon fils ne se serait fait sauter avec personne. Mon fils est dans une unité d'élite, mais je sais, je suis sûr, que si on l'envoyait faire des choses pas très sympathiques à mes yeux, il n'irait pas. Mes enfants n'auraient jamais assassiné personne de sang-froid, et surtout pas une fille de 14 ans. Mais mes enfants n'ont jamais été humiliés. Mes enfants n'ont jamais eu faim. Mes enfants ont eu une éducation régulière. Et un foyer chaleureux et aimant. Et personne n'a jamais fait irruption chez eux au milieu de la nuit pour perquisitionner. Je n'ai pas les moyens de juger, je n'ai pas les moyens d'être en colère. Et je ne veux pas l'être. Lorsqu'on maintient un peuple entier pendant 30 ans sous l'oppression la plus humiliante qui soit, la plus honteuse, la plus cruelle, à quoi peut-on s'attendre? Ces garçons, où sont-ils nés? Où étaient-ils censés vivre? Ils sont nés dans la merde, dans la pourriture. Qu'avaient-ils à perdre? D'accord, il y a partout des déviants, partout il y a des assassins, mais ici nous encourageons cela. Nous n'encourageons que cela. Nous réprimons tout le reste. Nous réprimons les dirigeants raisonnables, nous réprimons les intellectuels, nous réprimons le savoir, nous vérifions ce qu'ils doivent lire et ce qu'ils ne doivent pas lire. Nous savons très bien réprimer ces choses-là et nous encourageons ces monstruosités. C'est bien connu, nous les encourageons, nous ne faisons que ça, tout le temps. Tous les jours, Mohammad Sawalha demande à ses fils de l'emmener voir sa maison, que l'armée israélienne a murée en représailles. Il a 87 ans. Bachar était son benjamin, son dernier fils, celui qui devait égayer sa vieillesse. Mohammad Jarara a 76 ans. Si Mouawiya avait vécu, il aurait été maçon, comme son père. Leur maison était la plus belle du village. Lorsqu'un Palestinien commet un attentat, il sait qu'un châtiment collectif sera appliqué à ses parents. Leurs maisons seront détruites, leurs proches jetés à la rue. Leur village sera bouclé et affamé pendant des semaines. Des dizaines d'hommes seront emprisonnés. Leurs frères seront torturés. Pour murer une maison et la rendre inhabitable à jamais, les Israéliens ont mis au point une méthode particulière. Les soldats scellent des barres de fer entre les arches, remplissent les pièces de barils, puis ils déversent des tonnes de béton dans les barils et sur le sol. Le 15 décembre 1997,
le soldat Shahar S. a signé son travail. À cette date, le frère de Mouawiya était aux mains des services spéciaux israéliens. Mon acte d'accusation dit que j'ai donné à mon frère une pastèque et quelques légumes. Mais moi, je donnerais à manger à n'importe qui me verrait dans la rue et me dirait qu'il a faim. À n'importe qui. Qu'il soit juif, chrétien ou musulman, n'importe qui. Car je suis un arabe. Et l'arabe a la générosité en lui. Alors mon frère, je ne nourrirai pas mon frère. Moi, pour pouvoir dormir 1 heure, j'ai dit, j'ai vu mon frère. Je l'ai vu 3, 4, 5 fois. J'ai avoué, car je voulais dormir, car cela faisait 12 jours, jour et nuit, que j'étais ligoté sur une chaise. Alors je lui ai dit, j'ai vu mon frère encore une fois. Je voulais dormir. Laisse-moi dormir et je te dirai encore que je l'ai vu. Pour qu'il me laisse dormir, je me suis mis à dire n'importe quoi. Pas d'autre moyen. Tu te mets à mentir de tous côtés. Il n'y a plus de vérité. Tu dis tout ce qu'il veut lui. Vrai ou pas, tu le dis. Bien avant l'attentat, le village avait déjà eu son lot de morts, de représailles et de maisons détruites. Avec les années, l'herbe repousse sur les murs et les sols sans toit servent de véranda ou de salon de musique. Après 30 ans d'occupation, 10 ans de soulèvement populaire et 5 ans de processus de paix, rien n'a vraiment changé depuis l'enfance des 4 garçons de cette histoire. L'armée israélienne est toujours aux portes du village. Il faut un permis pour voyager, pour travailler. Et la liberté n'est qu'un mot dans une chanson. J'avais toujours peur pour eux. Lorsque l'armée venait au village, je les enfermais et gardais la clé sur mon cœur, de peur qu'ils sortent. Pendant l'intifada, 3 mois, je ne les laissais pas sortir. Quand l'armée venait, je les enfermais dans une chambre. Je choisissais une chambre et je me mettais à trembler. J'avais peur pour eux. Et ma peur s'est réalisée. Voilà, c'est arrivé à mon fils. Une enfance sous occupation. Le désir de révolte qui grandit, sous la menace omniprésente des antennes militaires israéliennes, juste au-dessus du village. Et la terre, convoitée par les implantations juives, expropriée, année après année. Tout un pays qui s'en va. Le jouet des enfants pendant l'intifada, c'était la pierre. Pas les jouets normaux, les petites voitures ou les vélos, ni aucun des jeux auxquels jouent les enfants du monde, ceux qui ont Dieu avec eux. Si tu avais 7 ans ou 8 ans au début du soulèvement, ajoute 10 ans et tu as 20 ans. Qu'as-tu fait? Tu n'as pas étudié, tu n'as rien appris, et tu n'as rien vu du monde. Tu as perdu 10 ans de ta vie. Comment devient-on intégriste? Pourquoi ces 4 garçons, qui avaient d'abord été de simples militants nationalistes, proches de la gauche palestinienne, ont-ils un jour rallié l'aile la plus dure du mouvement Hamas? Pourquoi eux et pas les autres? Personne ne le sait, sauf ceux qui les ont recrutés et endoctrinés. À l'université, moi j'étais communiste et Khalil était croyant. À l'époque où je l'ai connu, il était membre du Fatah. Avant le processus de paix, le Fatah lui convenait. Mais après le processus de paix, lorsque les gens de l'autorité palestinienne sont arrivés dans la région, il s'est passé des choses qui pour Khalil étaient inacceptables. Vous vous souvenez des événements de Gaza? C'était le premier affrontement entre le peuple, surtout les partisans du Hamas, et la police palestinienne. La police a tiré sur les gens et beaucoup de gens n'ont pas accepté cela. Les militants organisés du Fatah en particulier n'ont pas pu digérer ces choses-là. Alors bien sûr, Khalil a cherché une autre organisation qui convienne mieux à ses idées. En décembre 1995,
la ville de Naplouse fête le départ de l'armée israélienne. Ce sinistre bâtiment a servi de prison militaire à l'Empire ottoman, aux Britanniques, aux Jordaniens et aux Israéliens. Il a vu défiler les prisonniers politiques et les résistants à toutes les occupations. Aujourd'hui, c'est le quartier général de la police palestinienne. C'est un début d'indépendance, mais c'est aussi le début de la répression interne contre ceux qui refusent les accords de paix. On nous a permis de filmer les lieux, mais on ne nous a rien dit de ce qui est arrivé à Khalil el-Sharif après que la police palestinienne ait tenté de l'arrêter. On nous a confirmé que les 4 garçons d'Assira el-Shamalia s'étaient rendus à leur police nationale pour échapper à l'armée israélienne. Mais on ne nous a pas dit comment ils avaient réussi à quitter leur cellule en septembre 1996. On nous a simplement donné cette photo, prise sur le toit de la prison de Naplouse. S'ils avaient forcé un verrou, on aurait pu dire qu'ils se sont enfuis. S'ils avaient pris la clé, on aurait pu dire ils ont ouvert la porte et se sont enfuis. Mais le verrou était intact et la porte était intacte. Comment sont-ils partis? La police palestinienne leur a ouvert la porte et voulait qu'ils s'en aillent. Ils les ont emmenés en voiture et ils se sont moqués d'eux. Ils étaient d'accord avec les Juifs. Ils étaient d'accord. Que Dieu nous venge des deux côtés. Que Dieu nous donne raison des Arabes et des Juifs. Des deux côtés. Pas seulement les Juifs. Les deux côtés. La vallée des Colombes. C'est la vallée des clandestins, où ils ont survécu après leur évasion, traqués, recherchés à la fois par les Israéliens et par les Palestiniens. L'étau s'est resserré, ils n'avaient plus rien à perdre. Après 1 an de clandestinité totale, lorsque le Hamas leur proposera de mourir pour tuer, ils seront prêts. La souffrance, elle est insoutenable. Elle est tellement aiguë, tellement profonde et tellement là pour rester toujours que jamais j'aurais imaginé une telle souffrance. Et je n'avais jamais imaginé que ça fasse si mal. Ça ne te quitte pas un millième de seconde. Si je divise une seconde en 60, ce qui domine, c'est 59 fractions de seconde sur 60, c'est ça. Chaque mot que je prononce, chaque regard, chaque feuille que je vois, chaque rue où je marche. Tout. Imaginez ce qui arrive à son corps. Ça me hante. Je n'oublie pas ça un instant. Je pense à ce qui lui arrive en réalité, à son corps. À ce qu'est elle. Je la vois ainsi et je la laisse. Je l'ai abandonnée. Je l'ai abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Tu comprends, au moindre bouton d'acné, je m'occupais d'elle pendant 5 heures. Et soudain, je la vois comme ça et je m'en vais. Et que savons-nous? Peut-être qu'elle ressent quelque chose. Peut-être qu'elle sait. Nous ne savons rien. Je l'ai laissée sur un banc, dans un frigo. C'est horrible. Après cela, il n'y a plus de vie pour moi. Je me souviens de lui, de sa gentillesse. Il était bon. Je me souviens de tout. Mon fils. Je reste au lit et je regarde le plafond et je me souviens comment il me parlait, comment il m'aidait. Je me souviens. Jusqu'à ce jour, sa mère se lève la nuit et ouvre la porte. Jusqu'à ce jour, sa mère ouvre la porte à 1h du matin, à 2h du matin. Elle dit, peut-être qu'il reviendra. Il reviendra et il n'a pas la clé. Et on ne l'entendra pas frapper.
Il faisait la fête avec nous. On chantait, parfois on dansait, mais lui, il dansait rarement. On mettait toujours les chansons de Fairuz et de Julia Botrous. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était la voix de Mahmoud Darwish qui déclamait ses poèmes. Surtout lorsqu'il dit « Comme tu étais seul, ô fils de ma mère ». Pour la première fois depuis le 4 septembre, les parents de Michal se promènent rue Ben Yehuda. Leur fille a 15 ans, des cicatrices sur un corps de jeune fille et la peur installée dans la tête. Pour la vie, peut-être. Elle a eu de la chance. Nous avons eu de la chance. Beaucoup de chance même. Quand on pense à ce qui aurait pu arriver. Elle a été blessée. Brûlée. Elle avait des débris de métal dans le bras. Un clou qui restait là un mois et qui a causé beaucoup de douleur et de souffrance. Ils commencent aujourd'hui un voyage qui va les mener très loin et tout près. Aller de l'autre côté, transgresser les lois de la guerre, essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur enfant et à ceux des autres. C'est une conversation, ou plutôt une sorte de consultation, des parents israéliens chez un psychiatre palestinien. Au début, je n'ai pas pu imaginer ces garçons comme des êtres humains. J'ai essayé de voir des visages, mais je ne voyais qu'un objet, je voyais la bombe, pas l'homme qui la portait. Ensuite, je me suis dit, moi, j'ai peur même de donner mes organes après ma mort. Alors, comment quelqu'un peut-il se faire sauter en morceaux? Que se passe-t-il en lui? Je ne sais pas. Peut-être que vous savez quelque chose. Peut-être que vous avez un indice à nous donner sur ce mécanisme. Vous savez, c'est une histoire très difficile, très complexe. C'est un acte de désespoir. Ce sont des gens qui portent le fardeau de la défaite nationale sur leurs épaules et qui pensent venger cette défaite en se sacrifiant. Et nous sommes dans une culture où l'esprit de sacrifice religieux ou national est encouragé. Que ton enfant prenne des explosifs et se fasse sauter au milieu d'autres gens, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver, humainement. Et je ne voudrais pas être à la place de cette mère qui se trouve dans cette situation. Les choses qu'elle est seule à vivre, vraiment, je ne voudrais pas les vivre. Je suis très curieux de voir ce film, voir son regard, ses yeux. Ça m'intéresse beaucoup. Mais vraiment, je ne voudrais pas être à sa place. On ne pensait pas que ces criminels allaient envoyer 4 garçons du même village. Ce n'est jamais arrivé. Même les gens de Hamas, ils disent que c'était une erreur. Ils tuent les gens et après ils disent que c'est une erreur. Une erreur, ça? Une erreur? J'ai demandé à l'un d'entre eux, si vous aviez dit à mon fils de tuer son père, l'aurait-il fait? Et ils m'ont répondu, il t'aurait tué. Ils en sont là. C'est l'islam, ça?
Je ne pense pas que quiconque prenne plaisir à ce qu'il y ait des attentats. Mais par ailleurs, il faut être complètement idiot pour ne pas penser parfois que certains hommes politiques, comme par exemple notre Premier ministre, un tel attentat dans certaines circonstances joue en sa faveur. Je ne dis pas, à Dieu ne plaise, qu'il est content lorsqu'il y a un attentat. Je suis sûr que non. Mais jusqu'à nouvel ordre, le Hamas et Bibi Netanyahou se trouvent dans une coalition idéologique où il se peut très bien que l'un fasse des attentats pendant que l'autre se frotte les mains avec plaisir. Je sens que nos vies et leur vie se sont mêlées au moment où ils ont fait exploser la bombe, qui les a tués et a blessé notre fille. D'une certaine manière, nos vies sont liées. Alors bien sûr, après ce qu'ils ont fait à notre fille, nous pourrions dire qu'ils ne nous intéressent pas. Mais je sens que cette fermeture est ce qu'on attend de moi. Et je ne veux pas me comporter en conséquence. Moi, je sens que le soldat qui est en moi se réveillera peut-être lorsque je serai en face de ces gens. Je ne le dirai peut-être pas, mais peut-être que je sentirai qu'ils sont responsables, qu'ils ont joué un rôle dans tout ça. J'ai peur que nous nous retrouvions assis face à face, à regarder nos pieds sans être capables de nous parler. Ils seront gênés, et nous serons gênés aussi, peut-être. Écoutez-moi. Vous allez rencontrer ces familles, les familles de ceux qui se sont suicidés. Et cette rencontre est en soi un signe de courage des deux côtés. Car elle signifie que vous vous reconnaissez mutuellement comme des êtres humains. C'est important. Dans le processus de la haine, chacun de nous a déshumanisé son ennemi. Et vous faites un pas très important. L'autre chose, c'est que pour exister, notre sentiment d'humanité a besoin de ce que nous appelons l'empathie. L'empathie, c'est la faculté de s'imaginer à la place de l'autre. You're welcome, sir. Thank you. Nice to meet you. I'm Kanan. نوريك. I am Rami. أهلا وسهلا. You're welcome, sir. Thank you. All right, have a seat. Hello, everybody. البنت موجودة بنتهم مش هيك؟ مريضة طبعا مريضة. أول شيء بنتمنى لها الشفاء العاجل. وتعيش في أمن وفي سلام وتضلها موجودة بين أمها وأبوها وإخوانها. ثاني شيء أنا أخوي افتقدته واستشهد لن أراه أبدا. مش راح أشوفه. لكن أنتم موجودة بنتكم وبنتمنى لكل المرضى اللي تصابوا في هذه العمليات الشفاء العاجل. Well, I want to tell him something. We both, I mean all my family, we believe in peace between the two people. وهو وعائلته يعني بيأمر بالسلام بين الشعبين. And we think that Palestinians have the right to have their own land.
والفلسطينيين بيؤمنوا إنه الفلسطينيين إنه لازم يكون لهم الحق في وطنهم وبناء دولتهم. And after my daughter was injured, we didn't change our opinion. I mean, we think the same. And even myself, Le langage les séparait. Alors ils ont tous parlé avec leurs mains et l'arabe et l'hébreu se sont mélangés. Ils ont mangé ensemble et l'enfant palestinienne a grimpé sur les genoux de la maman israélienne. Ils ont pris un café arabe, très fort et peu sucré. Lorsque le père de Youssef est arrivé, ils se sont serrés la main. Ensuite, ils sont sortis dans le village et ils ont rendu visite à la mère de Bachar. Ils n'ont rien résolu, mais ils ont passé toute une journée ensemble. Ils se sont rencontrés. תוכל לבנות בית אחר? עכשיו אסור. אסור לך לבנות בית? פה אסור. עד שתהיה אזור נגיד 1,000. עד שיוציא את הצבא מפה, מהכפר שלנו. זה עכשיו בית. אתה מבין? הם יצאו מפה, יכולים לבנות פה. À la fin, il y aura la paix. À la fin, il y aura un État palestinien. Le plateau du Golan sera rendu à ses propriétaires. À la fin, nous sortirons du sud Liban. Beaucoup de gens mourront. Beaucoup de familles pleureront. Dans une semaine, un mois, un an, il y aura une explosion que personne ne pourra contrôler. Personne ne pourra la prévoir. Personne ne pourra freiner les instincts brûlants des deux côtés qui exploseront comme un feu qui brûlera tout le monde. Et ensuite, on construira parmi les ruines ce qui pourra être reconstruit. Pas à pas, voici le parcours de 3 étudiants qui, pour gagner leur paradis, ont ébranlé le monde. Mohamed Atta, Marwan Al-Chéri et Ziad Jarrah.